L'air dans la pièce était dense, lourd, presque suffocant. Un silence assourdissant emplissait chaque recoin, ponctué seulement par l'écho lointain d'une porte qui claquait. Elle était là, immobile au centre de la pièce, le corps rigide, les yeux fixés sur un point invisible devant elle. Les mots résonnaient encore à ses oreilles, un écho cruel d'une réalité qui s'effondrait. Un soupir profond, presque inaudible, s'échappa de ses lèvres. Le temps semblait s'être arrêté, figé dans cet instant de pure désolation. Puis, un mouvement lent, presque imperceptible. Une main se leva, touchant son visage pâle, comme pour confirmer sa propre existence. Plus rien n'avait d'importance. Seulement le vide. Camille avait toujours cru que la vie était une tapisserie tissée de fils de choix et de conséquences, mais elle n'avait jamais imaginé que sa propre tapisserie puisse être défaite de manière si brutale. À la trentaine, elle avait bâti une carrière solide en tant qu'architecte à Nantes, une ville qui, pour elle, représentait l'équilibre parfait entre l'agitation urbaine et la tranquillité de la province. Son bureau, avec vue sur la place Royale, était son refuge, l'endroit où ses rêves prenaient forme dans des projets innovants et élégants. Elle aimait la précision des lignes, l'harmonie des couleurs, la fonctionnalité de chaque espace. C'était là qu'elle se sentait complète, valorisée, maîtresse de son propre destin. Son mariage avec Julien, un entrepreneur immobilier, semblait, à première vue, le prolongement naturel de cette vie réussie. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement professionnel, un salon d'architecture et de construction, et la connexion avait été immédiate. Julien était charmant, ambitieux, avec un sourire facile qui désarmait n'importe qui. Camille s'était retrouvée emportée dans un tourbillon de passion et de projets d'avenir. L'appartement qu'ils partageaient, un duplex moderne dans le quartier de Saint-Félix, était le reflet de la vie qu'ils avaient idéalisée, sophistiquée, confortable, remplie d'art et de design. Mais, derrière la façade impeccable, de profondes fissures commençaient à apparaître, silencieuses et douloureuses. La plus grande de ces fissures était le désir de Camille d'être mère. Depuis l'adolescence, elle rêvait d'une grande famille, de la chaleur d'un foyer rempli de rires d'enfants. Julien, au début, semblait partager ce rêve. Il parlait de prénoms, de la décoration de la chambre de bébé, de la joie de voir un enfant grandir. Cependant, au fil des années et des tentatives infructueuses, l'enthousiasme de Julien s'était estompé, remplacé par une froideur croissante. Camille se sentait de plus en plus seule dans ce parcours, portant le poids de l'attente et de la frustration en silence. Les consultations médicales, les traitements, les espoirs renouvelés à chaque cycle et les déceptions subséquentes l'épuisaient. Elle se voyait dans un labyrinthe d'émotions, où la joie de sa carrière ne parvenait pas à combler le vide que l'absence d'un enfant laissait dans son cœur. Ce matin fatidique, Camille avait appris que son vol pour un congrès à Paris avait été reporté au lendemain. Un soulagement momentané, car cela signifiait une nuit de plus à la maison, peut-être une chance de raviver la flamme avec Julien, qui était de plus en plus distant. Elle décida de lui faire une surprise, préparant son plat préféré et allumant des bougies, dans l'espoir que l'atmosphère romantique puisse briser la glace qui s'était installée entre eux. L'arôme de basilic et de tomates fraîches emplissait la cuisine, et une musique douce jouait dans le salon, créant un décor de paix et d'attente. Quand Julien arriva, la porte s'ouvrit avec un grincement qui sembla déchirer le silence de la nuit. Son visage était contracté, ses yeux sombres, et la surprise de Camille se transforma en un pressentiment glacial. Il ne sourit pas, ne l'embrassa pas. Il la fixa simplement avec une intensité qui la fit reculer. « Qu'est-ce que c'est que tout ça, Camille ?» demanda-t-il, la voix basse, mais chargée d'une fureur contenue. Elle tenta de s'approcher, la main tendue, mais il s'écarta brusquement. « Ne me touche pas. Ne fais pas semblant de t'en soucier. » Les mots de Julien vinrent comme des coups, l'un après l'autre, assénés avec une cruauté calculée. Il l'accusa d'être la coupable de ses trahisons, de sa froideur dans la relation, de son obsession maladive d'avoir des enfants qui l'avaient éloigné. Chaque phrase était un pieu enfoncé dans sa poitrine, une vérité déformée qui la laissait sans voix. Camille tenta d'argumenter, tenta de se défendre, mais ses mots se perdirent dans le tourbillon d'accusations. « Tu es froide, Camille. Tu ne penses qu'à toi, à ta carrière, à ce désir égoïste d'être mère. Je n'en peux plus. » La douleur était physique, un nœud dans la gorge qui empêchait tout son de sortir.
Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds quand il prononça les mots qui scelleraient son destin. « Je veux divorcer. Et tu vas partir d'ici. Cet appartement est à moi, il a toujours été. L'acte est à mon nom. » Le choc la paralysa. L'appartement qu'elle avait aidé à décorer, à choisir chaque détail, le foyer qu'elle considérait comme le sien, n'était, en fait, qu'une illusion. Un piège. L'humiliation était profonde, coupante. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait personne. C'était la fin de tout ce qu'elle connaissait. Camille ne pleura pas. Ne cria pas. Elle le fixa simplement, les yeux embués, mais fermes, tandis qu'il finissait de déverser sa colère et sa frustration. La dignité, même blessée, l'empêchait de s'effondrer là, devant lui. Elle hocha simplement la tête, un mouvement presque imperceptible, et se retourna, marchant vers la chambre. Elle avait besoin d'air, d'un moment pour digérer l'avalanche de douleur et de trahison. Le monde autour d'elle s'écroulait, et elle se sentait petite, insignifiante, à la dérive dans un océan de désespoir. La porte de la chambre se referma derrière elle, étouffant le son de la vie qui s'éteignait. La chambre de Camille, autrefois un sanctuaire de couleurs douces et de textures accueillantes, ressemblait désormais à un cachot. La lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre parvenait à peine à dissiper l'obscurité qui s'était installée dans son âme. Elle s'assit au bord du lit, les mains serrant ses genoux, tentant de contenir le tremblement qui parcourait son corps. La voix de Julien, froide et calculatrice, résonnait dans son esprit, répétant les accusations, les humiliations, la sentence de son bannissement. « Cet appartement est à moi, il l'a toujours été. » La phrase était un poignard, se tordant dans la plaie ouverte de sa dignité. Comment avait-elle pu être si aveugle? Si naïve? La femme forte et indépendante qu'elle croyait être s'effondrait en morceaux, révélant une vulnérabilité qui l'effrayait. La nuit s'étira en une torture silencieuse. Camille ne parvint pas à dormir. Chaque bruit de la maison, chaque ombre projetée sur le mur, semblait se moquer de son malheur. Elle repassait les dernières années, cherchant des signes, des indices qui auraient pu l'alerter sur la farce qu'elle vivait. Les excuses de Julien pour ne pas enregistrer l'appartement aux deux noms, les voyages d'affaires de plus en plus fréquents, la distance émotionnelle qui était devenue un abîme. Tout s'emboîtait maintenant, formant une mosaïque cruelle de manipulation et de trahison. La douleur de la perte de son mariage se mêlait à la rage de l'humiliation publique, à la honte d'avoir été trompée de manière civile. Elle se sentait non seulement abandonnée, mais aussi ridiculisée, une pièce dans un jeu qu'elle ne savait même pas qu'elle jouait. Au lever du jour, le soleil timide de Nantes tenta d'envahir la chambre, mais Camille resta dans la pénombre, immergée dans sa propre obscurité. Elle savait qu'elle devait agir, mais son corps semblait trop lourd pour bouger, son esprit trop embrumé pour penser clairement. Que ferait-elle? Où irait-elle? Elle n'avait pas de famille proche, seulement sa grand-mère, Madame Dubois, qui vivait dans une petite ville de province, à des centaines de kilomètres de là, près de Lille. L'idée de chercher sa grand-mère, de se montrer si brisée et désemparée, était presque aussi douloureuse que la situation elle-même. Madame Dubois avait toujours été son refuge, le roc de sa vie, mais Camille s'était toujours efforcée de lui montrer une image de succès et de force. Révéler la vérité serait admettre un échec colossal. Alors qu'elle tentait de rassembler ses forces pour se lever, son téléphone vibra dans sa main. C'était un message d'un numéro inconnu. Le cœur de Camille fit un bond, un mélange de peur et d'espoir. Serait-ce Julien, repentant? Ou peut-être une amie, inquiète? Mais le message était court, direct, et glaça son sang. Votre grand-mère, Madame Dubois, est décédée cette nuit. Les obsèques auront lieu cet après-midi à Lille. Le monde de Camille, déjà en ruine, s'effondra complètement. La seule personne qu'elle sentait l'aimer vraiment, la comprendre, l'accueillir sans jugement, était partie. La douleur de la perte s'ajouta à la douleur de la trahison, créant un fardeau insupportable. Elle laissa échapper un cri étouffé, une lamentation qui déchira le silence de la chambre, et les larmes, auparavant contenues, jaillirent sans contrôle. Le voyage vers Lille fut un flou. Camille conduisit dans un état de torpeur, les larmes brouillant sa vision, l'esprit dans un tourbillon de souvenirs et de regrets. Chaque kilomètre parcouru était un pas vers un passé qu'elle avait tenté de laisser derrière elle, mais qui maintenant la rappelait avec la force d'un aimant. La petite ville,
avec ses rues tranquilles et ses maisons anciennes, semblait inchangé, un contraste cruel avec la dévastation de sa vie. Les obsèques de Madame Dubois furent simples, avec peu de présents, la plupart des voisins et amis de longue date de sa grand-mère. Camille se sentait comme un fantôme, observant la scène de loin, incapable de se connecter à la réalité. Elle était la seule parente de sang, mais se sentait la plus distante de tous. À côté du cercueil, Camille s'agenouilla, les mains tremblantes en touchant la peau froide et ridée de Madame Dubois. Les souvenirs d'enfance inondèrent son esprit, l'odeur du gâteau de maïs dans la cuisine de sa grand-mère, les histoires racontées à la lueur des bougies les soirs de pluie, les conseils sages et doux qui la guidaient toujours. Madame Dubois avait toujours été une femme en avance sur son temps, une encourageante infatigable. « Étudie, ma fille. Va dans la grande ville, conquiert le monde. Ne te limite pas à cette petite vie de province, disait-elle, les yeux brillants d'un espoir que Camille, à l'époque, ne comprenait pas entièrement. Sa grand-mère rêvait pour elle d'un avenir brillant, loin des limitations qu'elle-même avait rencontrées. Mais Camille avait aussi ses propres rêves, des rêves qui, à l'époque, semblaient contredire ceux de sa grand-mère. Elle voulait une grande famille, une maison pleine d'enfants, l'arôme de la cuisine maison emplissant l'air. Elle voulait être cuisinière, créer des plats qui racontent des histoires, qui réchauffent l'âme. Sa grand-mère, bien qu'elle ait toujours encouragée à étudier, n'avait jamais dédaigné son désir d'être mère et de cuisiner. Elle voulait simplement que Camille ait des choix, qu'elle ne se limite pas. Maintenant, là, devant le corps inerte de sa grand-mère, Camille sentait le poids de tous les choix non faits, de tous les rêves reportés, de toutes les paroles non dites. La culpabilité la rongeait. Après les funérailles, Camille se retrouva seule dans la maison de sa grand-mère, un endroit qui, bien que familier, semblait étrange et vide. Chaque objet, chaque meuble, chaque photographie sur le mur était un rappel de la présence de Madame Dubois, et de l'absence qui maintenant l'étouffait. Elle commença à ranger les affaires de sa grand-mère, un processus douloureux de détachement et de redécouverte. Au milieu de boîtes poussiéreuses et d'albums photos jaunis, Camille trouva une vieille lettre, adressée à elle, avec la calligraphie élégante de Madame Dubois. Le cœur de Camille s'emballa. La lettre datait d'années auparavant, écrite peu avant que Camille ne déménage à Nantes, et parlait de l'importance de suivre son cœur, de ne pas se laisser abattre par les difficultés de la vie. Mais il y avait quelque chose de plus, une phrase énigmatique qui la laissa intriguée. Il y a des secrets que le temps garde, mais la vérité trouve toujours son chemin, ma chère. Fais-moi confiance, toujours. Que voulait dire Madame Dubois par là? Un mystère s'ouvrait, une petite lueur dans l'obscurité qui l'enveloppait. La lettre de Madame Dubois, avec sa calligraphie ferme et ses mots énigmatiques, devint le seul point de lumière dans l'obscurité qui enveloppait Camille. Il y a des secrets que le temps garde, mais la vérité trouve toujours son chemin, ma chère. Fais-moi confiance, toujours. La phrase résonnait dans son esprit, une mélodie étrange et réconfortante. Que savait sa grand-mère? Quels étaient ses secrets? Camille sentait une pointe d'espoir, une petite flamme qui s'allumait au milieu du désespoir. Peut-être, juste peut-être, y avait-il quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait donner un sens à toute cette douleur. Elle garda la lettre comme un trésor, le seul héritage palpable de sa grand-mère, en dehors des souvenirs. Les jours suivants furent un double deuil, pour sa grand-mère et pour la vie qu'elle avait perdue. Camille se retrouva immergée dans la tâche de vider la maison de Madame Dubois à Lille, un processus à la fois thérapeutique et atroce. Chaque objet qu'elle touchait apportait un flot de souvenirs, et l'absence de sa grand-mère était un écho constant. Elle se sentait déplacée, sans but, une étrangère dans sa propre histoire. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, était maintenant un monument à la solitude. Camille passait des heures assise sur la véranda, observant le mouvement lent de la rue, essayant de trouver un but, une direction. Ce fut au cours d'un de ces après-midi d'introspection que le téléphone de Camille sonna. C'était un numéro inconnu de Nantes. Une voix froide et formelle à l'autre bout du fil se présenta comme l'avocat de Julien. Il l'informa que Camille avait 48 heures pour retirer ses affaires de l'appartement, où elle serait jetée. La nouvelle, bien qu'attendue, la frappa comme un coup. Julien ne l'expulsait pas seulement, il effaçait son existence de cet endroit, de sa vie. L'humiliation s'approfondissait, et la colère commença à bouillonner sous la surface de sa tristesse. Elle n'était pas seulement une femme abandonnée, elle était une femme en train d'être effacée.
Camille retourna à Nantes le cœur lourd, mais avec une nouvelle détermination. Elle ne permettrait pas à Julien de la détruire complètement. En arrivant à l'appartement, elle trouva la porte entr'ouverte. L'air était différent, imprégné d'un parfum qui n'était pas le sien. Elle entra, et la scène qui se présenta à ses yeux la fit s'arrêter au milieu du salon, le corps figé. Julien était là, sur le canapé qu'ils avaient choisi ensemble, enlacé avec une femme blonde, qui riait de manière désinhibée. L'intimité entre eux était palpable, effrontée. Le verre de vin dans la main de Julien, le sourire satisfait sur le visage de la femme, tout criait le manque de respect. La blonde, en percevant la présence de Camille, laissa échapper un petit rire moqueur et murmura quelque chose à l'oreille de Julien. Il se retourna, les yeux froids, sans une once de remords. « Ah, Camille! Quelle surprise! Je pensais que tu avais déjà compris le message. » Sa voix était chargée de sarcasme. Camille sentit le sang bouillir. L'humiliation était insupportable. Elle n'était pas seulement une ex-épouse. Elle était une intruse dans sa propre maison, témoin du bonheur de l'homme qui l'avait trahie avec une autre femme. La douleur se transforma en une fureur silencieuse, une flamme glacée qui s'alluma dans sa poitrine. Camille ne dit pas un mot. Elle marcha simplement vers la chambre, la dignité blessée, mais intacte. Elle ne leur donnerait pas le plaisir de la voir s'effondrer. Tandis qu'elle rangeait ses quelques affaires dans une valise, elle entendait les rires et les murmures venant du salon, chaque son un marteau frappant son âme. Elle prit quelques vêtements, ses livres préférés, et la petite boîte en bois où elle gardait la lettre de Madame Dubois. Il n'y avait plus de temps pour rien d'autre. Cet endroit n'était plus le sien. Cet homme n'était plus le sien. Ce chapitre de sa vie était brutalement clos. En sortant de la chambre, Julien l'intercepta dans le couloir, le sourire cynique toujours sur son visage. « Ah, j'ai presque oublié. La maison de ta grand-mère, elle me l'a donnée, tu sais, peu avant de mourir. Elle est à moi maintenant. » Les mots de Julien furent un choc électrique, un éclair qui la frappa de plein fouet. La maison de Madame Dubois, donnée à lui, c'était impossible. Sa grand-mère n'aurait jamais fait une chose pareille. C'était le dernier refuge de Camille, le seul héritage qui lui restait. « Tu mens » parvint-elle à balbutier, la voix étranglée par l'incrédulité et la douleur. Julien rit, un son sec et cruel. « Mentir ? J'ai les documents, Camille. Tout est légalisé. Et si tu tentes quoi que ce soit, si tu vas en justice, je révélerai ton secret. Ce secret de la vente du bébé. Tu crois que quelqu'un te croira après ça ? » L'air manqua aux poumons de Camille. Vente du bébé ? Quel était ce secret ? Elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait, mais la mention d'un bébé et d'une vente la paniqua. L'esprit de Camille tournait, essayant de relier les pièces d'un puzzle macabre. La lettre de sa grand-mère, les mots énigmatiques, et maintenant cette accusation absurde. Julien la faisait chanter, utilisant quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. La menace était réelle, et la confusion était accablante. Elle n'avait pas la force de le confronter à ce moment-là, de démêler ce mensonge. Elle le fixa simplement, les yeux remplis d'un mélange de peur et de haine, et quitta l'appartement, traînant sa lourde valise. L'ascenseur descendit lentement, l'emportant hors de cet enfer. Elle était dans la rue, seule, sans maison, sans famille, et maintenant avec une menace voilée planant au-dessus de sa tête. La vie qu'elle connaissait avait été complètement détruite, et un nouveau mystère terrifiant se présentait. La lourde valise dans les mains de Camille semblait porter non seulement ses affaires, mais tout le poids de sa vie brisée. Elle marchait dans les rues de Nantes, le soleil de l'après-midi déjà couchant, peignant le ciel de tons orangés qui contrastaient cruellement avec l'obscurité de son cœur. Elle n'avait nulle part où aller. La maison de sa grand-mère, son dernier refuge, lui avait été prise par Julien, d'une manière aussi cruelle que son expulsion de son propre foyer. La menace voilée concernant la vente du bébé planait comme un nuage noir, une accusation absurde qui la laissait étourdie et terrifiée. Que savait Julien ? Ou plutôt, que croyait-il savoir ? L'esprit de Camille était un tourbillon de questions sans réponse, de peur et d'incertitude. Elle finit par trouver refuge dans un petit hôtel du centre-ville, un endroit simple et impersonnel, qui ne faisait qu'accentuer sa solitude. Cette nuit-là,
Camille ne parvint pas à fermer l'œil. L'image de Julien avec l'autre femme, la froideur dans ses yeux, la cruauté de ses mots, tout se répétait en boucle incessante. Mais ce qui la tourmentait le plus était la mention du bébé. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'avait jamais vendu de bébé. L'idée était si grotesque, si éloignée de son essence, qu'elle la faisait douter de la santé mentale de Julien. Ou peut-être de la sienne. Le lendemain, avec une détermination qui jaillissait de sa propre indignation, Camille décida qu'elle ne se laisserait pas abattre. Elle n'avait plus rien à perdre, et cela, d'une certaine manière, la libérait. La première étape serait de comprendre ce que Julien voulait dire avec ce chantage. Elle avait besoin de réponses, et elle savait exactement qui pourrait l'aider à percer ce mystère. Élodie, son amie d'enfance, qui était maintenant directrice de l'état civil à Lille. Élodie avait toujours été sa confidente, la seule personne qui connaissait les détails les plus intimes de sa vie, y compris son passé dans la petite ville. Le voyage de retour à Lille fut différent. Cette fois, Camille n'était pas en deuil, mais en quête. Le paysage qui défilait par la fenêtre du bus semblait moins gris, et l'espoir, bien que ténu, commençait à colorer ses pensées. En arrivant, elle se rendit directement au bureau de l'état civil, où elle trouva Élodie au milieu de piles de documents et de tampons. Les retrouvailles furent chaleureuses, une étreinte serrée qui transmettait plus que 1000 mots. Élodie, avec ses yeux expressifs et son sourire accueillant, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Camille, quelle surprise! Je pensais que tu étais à Nantes. Il s'est passé quelque chose ?» demanda Élodie, l'inquiétude évidente dans sa voix. Camille, la voix étranglée, se confia. Elle raconta la trahison de Julien, l'expulsion de l'appartement, le don de la maison de sa grand-mère, et enfin, le chantage concernant la vente du bébé. Élodie écoutait attentivement, le visage tordu dans un mélange de choc et d'indignation. « Julien est un monstre. Comment a-t-il pu te faire ça ?» s'exclama-t-elle, la colère brillant dans ses yeux. Quand Camille mentionna le chantage, Élodie fronça les sourcils, pensive. « Vente de bébé ? Camille, c'est absurde. Tu n'as jamais eu d'enfant. Mais, attends un peu. Je me souviens de quelque chose que ta grand-mère m'a raconté, il y a de nombreuses années, à propos d'une période où tu étais très malade, et elle a dû déménager à la campagne avec toi pendant un certain temps. Elle a toujours été très réservée à ce sujet, mais elle m'a dit que c'était pour te protéger de quelque chose de très grave. » Les mots d'Élodie allumèrent une lumière dans l'esprit de Camille. La maladie, le déménagement à la campagne, tout cela avait été une période nébuleuse dans sa mémoire, quelque chose que Madame Dubois avait toujours évité de discuter. Élodie, avec son expérience à l'état civil, proposa son aide. « Nous allons enquêter là-dessus, Camille. Ça n'a pas de sens. Si Julien te fait chanter avec quelque chose comme ça, il doit y avoir une base, aussi déformée soit-elle. Nous commencerons par les registres de naissance et de décès de cette époque, ici dans la ville et dans les villes voisines, surtout dans la zone rurale où ta grand-mère a vécu avec toi. » La détermination d'Élodie était un baume pour l'âme de Camille. Elle n'était plus seule. Tandis qu'Élodie commençait à fouiller les archives, Camille se retrouva à revisiter des souvenirs de son adolescence, en particulier de cette période où elle avait vécu avec sa grand-mère à la campagne. Elle avait environ 17 ans à l'époque, et la vie dans la grande ville, avec ses études et ses ambitions, semblait un avenir lointain. À cette époque, elle avait retrouvé Nicolas, un ancien amour d'enfance. Nicolas était un jeune homme charismatique, avec un sourire charmant et un regard intense qui la faisait soupirer. Ils passaient des heures ensemble, explorant les champs, rêvant d'un avenir qui semblait prometteur. La passion entre eux était dévorante, un feu qui consumait tout autour. Cette romance d'été, intense et interdite, aboutit à une grossesse inattendue. Camille, encore adolescente, se retrouva face à un dilemme accablant. La peur, la honte, l'incertitude de l'avenir la consumaient. Quand elle en parla à Nicolas, il promit initialement son soutien, mais la pression de sa famille, qui avait d'autres projets pour leur fils, le fit reculer. Il l'abandonna, la laissant seule face aux conséquences d'un amour de jeunesse. La douleur de la trahison de Nicolas fut profonde, mais l'inquiétude pour le bébé qui grandissait en elle était encore plus grande. Madame Dubois, en découvrant la grossesse, réagit avec un mélange de choc et de pragmatisme. Elle savait que, Camille étant mineure, le risque de perdre le bébé dans un orphelinat était réel et imminent.
Pour la protéger, pour préserver la dignité de sa petite-fille et la vie de son arrière-petit-enfant, la grand-mère orchestra un plan audacieux. Elle déménagerait dans une petite propriété rurale, loin des regards curieux de la ville. Camille étudierait à distance, et sa grand-mère l'aiderait pour l'accouchement, gardant tout secret. La décision fut difficile, mais la grand-mère était déterminée à protéger sa famille à tout prix. La petite maison empisée au milieu des champs, à quelques kilomètres de l'île, devint le refuge secret de Camille et Madame Dubois. Loin des regards curieux et des jugements de la société, elles construisirent un univers particulier, où le silence de la campagne n'était brisé que par les sons de la nature et les battements accélérés du cœur de Camille. La grossesse avançait, et avec elle, le mélange de peur et d'un espoir étrange, presque interdit. Camille sentait le bébé bouger en elle, un rappel constant de la vie qu'elle portait, mais aussi de la complexité et du danger de sa situation. Madame Dubois était son roc, sa sage-femme, sa confidente, sa protectrice. Elle enseignait à Camille les herbes médicinales, la force de la femme, la résilience de la vie. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Camille, le ventre de plus en plus proéminent, étudiait à la lueur des bougies, les livres d'architecture ouverts sur la table rustique, tandis que sa grand-mère préparait des tisanes et des soupes nutritives. La vie à la campagne était dure, mais la présence de Madame Dubois rendait tout supportable. Elle parlait de l'avenir, du bébé à venir, des rêves que Camille nourrissait encore, malgré tout. Sa grand-mère lui rappelait toujours « Tu es forte, ma petite fille. Plus forte que tu ne l'imagines. Et ce bébé sera ta plus grande force. » Les mots de sa grand-mère étaient un baume pour l'âme blessée de Camille, un rappel que, même au milieu de l'adversité, la vie trouvait un chemin. La nuit de l'accouchement arriva soudainement, au milieu d'une tempête torrentielle qui s'abattait sur la campagne. Les vents hurlaient, la pluie battait fort sur le toit, et les éclairs résonnaient, créant une atmosphère dramatique et effrayante. Camille sentit les premières contractions, et la peur se mêla à l'excitation. Madame Dubois, avec son calme habituel, mais les yeux pleins d'inquiétude, prépara tout. L'eau chaude, les linges propres, les herbes pour soulager la douleur. Des heures de travail s'ensuivirent, une bataille épuisante entre la vie et la douleur. Camille criait, pleurait, mais la voix de sa grand-mère, ferme et encourageante, la guidait à chaque contraction. « Courage, ma fille. C'est presque là. Pense à ton bébé. » Finalement, au milieu de l'obscurité de la nuit et du son de la pluie, un faible cri emplit la petite pièce. C'était un garçon. Camille, épuisée, mais avec une joie indescriptible, tendit les bras pour tenir son fils. Ce petit être, avec ses cheveux foncés et ses yeux encore fermés, était la preuve de son amour, de sa force, de sa résilience. Madame Dubois, avec un sourire fatigué, mais radieux, remit le bébé dans les bras de Camille. Le toucher de la peau douce, l'odeur de nouveau-né, la chaleur du corps de son fils contre le sien, tout était parfait. À ce moment-là, Camille oublia la douleur, la trahison, l'abandon. Elle était mère. Et plus rien n'avait d'importance. Mais la joie fut de courte durée. Madame Dubois, avec une expression sérieuse, demanda le bébé en retour. « Je dois le nettoyer, ma fille. Repose-toi un peu. » Camille, encore étourdie par l'épuisement et l'émotion, acquiesça. Sa grand-mère prépara une tisane forte, avec des herbes que Camille ne reconnut pas, et la convainquit de la boire pour récupérer. Le liquide était amer, mais Camille fit confiance à sa grand-mère. En quelques minutes, une somnolence accablante l'envahit, et elle tomba dans un sommeil profond, bercée par le son de la pluie et l'image de son fils nouveau-né. Quand Camille se réveilla, le soleil entrait déjà par la fenêtre, et l'odeur de café frais emplissait la maison. La tempête était passée, mais une nouvelle tempête se formait dans son cœur. Elle s'assit sur le lit, la tête lancinante, et la première chose qu'elle chercha fut son bébé. « Grand-mère ? Où est mon fils ?» Madame Dubois était assise à table, le visage pâle, les yeux gonflés. Elle s'approcha du lit, la voix étranglée, et tint les mains de Camille. « Ma chère, je dois te dire quelque chose. Le bébé, il n'a pas survécu. » Les mots de sa grand-mère furent un choc électrique, un éclair qui la frappa de plein fouet. « Non, ce n'est pas possible. Je l'ai tenu. Il était vivant. Il a pleuré, » cria Camille,
la voix déchirée par la douleur et l'incrédulité. Madame Dubois, les larmes aux yeux, expliqua, la voix basse et pleine de chagrin. Il avait un problème cardiaque, Camille. Une grave condition. J'ai tout fait, mais il n'y avait rien à faire. Il est parti pendant la nuit. Le monde de Camille s'effondra à nouveau. La joie d'être mère se transforma en un deuil accablant, une douleur qui semblait déchirer son âme en morceaux. Camille pleura, cria, désespéra. L'image de son fils, si petit et fragile, se mêlait à la douleur de la perte. Elle ne pouvait pas accepter. Cela ne pouvait pas être vrai. Mais Madame Dubois, avec une fermeté que Camille n'avait jamais vue, la serra dans ses bras. « Tu dois être forte maintenant, ma petite fille. Personne ne doit savoir cela. S'il découvre que tu as eu un enfant et qu'il est mort, étant mineur, il pourrait t'arrêter. Ils diront que tu as été négligente, que j'ai été négligente. Tu dois me croire, Camille. S'il te plaît. C'est pour ton bien. Pour notre bien. » La menace d'emprisonnement, la fragilité de sa situation, la douleur accablante de la perte, tout se mélangea dans un tourbillon d'émotions. Camille, encore sous le choc, sans force pour questionner, acquiesça simplement, les larmes coulant sur son visage. Elle fit confiance à sa grand-mère, la seule personne qu'elle avait au monde. La douleur de la perte de son fils, ajoutée au secret qu'elle portait désormais, était un fardeau insupportable. Elle se sentait vide, brisée, avec un trou dans sa poitrine qui ne semblait jamais vouloir se refermer. Ce jour marqua le début d'une nouvelle vie pour Camille, une vie marquée par l'absence, le deuil et un secret qui la hanterait pendant des années. Les mois qui suivirent la prétendue mort de son fils furent un flou de douleur et de désespoir pour Camille. Elle vivait dans un état de torpeur, le cœur brisé, l'âme vide. Le secret de la naissance et de la mort de son bébé la rongeait de l'intérieur, un poids insupportable qu'elle ne pouvait partager avec personne. Madame Dubois, sa grand-mère, était la seule à connaître la vérité, et elle veillait sur Camille avec une sollicitude silencieuse, mais constante. Elle l'encourageait à reprendre ses études, à se concentrer sur son avenir, à construire une vie loin de la campagne et de ses souvenirs douloureux. Camille, par obéissance et par manque de force pour s'y opposer, suivit les conseils de sa grand-mère. Elle retourna à ses livres d'architecture, s'immergeant dans les lignes et les formes, cherchant un refuge dans la précision et la logique des constructions. Les études devinrent son exutoire, un moyen d'échapper à la réalité accablante de sa perte. Elle travaillait sans relâche, avec une détermination féroce, comme si la réussite professionnelle pouvait combler le vide immense laissé par l'absence de son enfant. Madame Dubois, voyant sa petite-fille se consumer dans le travail, tenta de la réconforter, de lui rappeler la beauté de la vie, mais Camille était devenue une ombre d'elle-même, une femme hantée par un chagrin indicible. Des années passèrent. Camille déménagea à Nantes, bâtit sa carrière, rencontra Julien, se maria. Elle tenta de construire une nouvelle vie, une façade de bonheur et de succès, mais le secret de son fils mort-né la suivait comme une ombre. Le désir d'être mère, qui avait été si fort, était devenu une blessure ouverte, une source de douleur et de frustration dans son mariage. Chaque tentative infructueuse de concevoir un enfant ravivait la blessure, la ramenant à cette nuit de tempête, à ce cri faible, à cette perte insupportable. Elle se sentait coupable, comme si son passé la condamnait à ne jamais connaître la joie d'avoir un enfant. De retour à Lille, après les funérailles de Madame Dubois, la lettre énigmatique de sa grand-mère résonnait encore dans son esprit. Il y a des secrets que le temps garde, mais la vérité trouve toujours son chemin, ma chère. Fais-moi confiance, toujours. Et puis, le chantage de Julien, la mention de la vente du bébé. Tout cela ne cessait de la tourmenter. Élodie, son amie fidèle, la retrouva dans la maison vide de sa grand-mère, le visage marqué par la fatigue et le chagrin. Camille lui raconta tout, le secret de son adolescence, la naissance de son fils, sa prétendue mort, et la menace de Julien. Élodie écouta avec une compassion infinie, le cœur serré par la douleur de son amie. « Camille, je ne comprends pas, » dit Élodie, le front plissé. « Si ton bébé est mort, pourquoi Julien parlerait-il de vente ? Et pourquoi ta grand-mère aurait-elle été si secrète à ce sujet ? Il y a quelque chose qui ne colle pas. » Les mots d'Élodie, bien que douloureux, réveillèrent une étincelle de doute dans l'esprit de Camille.
Elle avait toujours fait confiance à sa grand-mère, mais la mention de la « vente » et le comportement de Julien jetaient une ombre sur le passé. Et si son bébé n'était pas mort? Élodie, avec son accès aux archives de l'état civil, commença à enquêter. Elle fouilla les registres de naissance et de décès de la région, cherchant toute trace du bébé de Camille. Mais les registres de cette période étaient étrangement incomplets, certains documents manquaient, d'autres étaient illisibles. C'était comme si quelqu'un avait délibérément effacé toute preuve de l'existence de l'enfant. La suspicion grandissait. Élodie découvrit également que la docteure Sophie, la médecin qui avait aidé Madame Dubois lors de l'accouchement de Camille, avait mystérieusement disparu de la région peu après cet événement. Elle avait vendu sa clinique et s'était volatilisée, sans laisser de traces. La maison de Madame Dubois, qui avait été son port sûr, devenait maintenant une source de mystère, et peut-être d'une trahison encore plus profonde que celle de Julien. La tête de Camille tournait, essayant d'assembler les pièces d'un puzzle macabre. La lettre de sa grand-mère, avec sa promesse que la vérité trouve toujours son chemin, prenait un nouveau sens perturbant. Élodie, voyant l'angoisse de Camille, tenta de la calmer. « Camille, nous devons rester calmes. Il peut y avoir une explication. Peut-être que les registres ont été faits dans une autre ville, ou de manière irrégulière. Mais le fait que la docteure Sophie ait disparu est très suspect. Elle serait la seule témoin médicale de ton accouchement. » L'ami, avec sa voix posée, tentait d'apporter un peu de rationalité au chaos émotionnel de Camille. Mais l'esprit de l'architecte était déjà ailleurs, traçant un plan, une stratégie pour découvrir la vérité. Cette nuit-là, Camille parvint à peine à dormir. L'idée que son fils puisse être vivant, quelque part, consumait chaque pensée. Elle se souvenait du toucher de sa peau, de l'odeur de nouveau-né, du faible cri qui avait rempli la maison la nuit de la tempête. Ces souvenirs, autrefois teintés de deuil, brillaient maintenant d'un espoir nouveau et désespéré. Elle devait le trouver. Elle devait savoir ce qui s'était réellement passé. La douleur féminine, qui l'avait fragilisée si longtemps, se transformait maintenant en une force inébranlable, une détermination féroce. Le lendemain, Camille et Élodie se réunirent à nouveau, cette fois avec une carte de la région et une liste de toutes les familles qui avaient adopté des enfants à l'époque où le fils de Camille aurait dû naître. La recherche était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais Camille était prête à retourner chaque brin de paille. Élodie, avec son expertise et son accès aux informations, réussit à trouver quelques noms de familles qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liés à la docteure Sophie ou à des personnes proches d'elle. L'une de ces familles se distinguait, celle de Claire, une femme influente et ambitieuse, qui avait déménagé à Nantes il y a quelques années et se préparait maintenant à une candidature de députée régionale. Claire est une figure connue ici à Nantes, expliqua Élodie, désignant une photo d'une femme élégante au sourire forcé. Elle est mariée à Antoine Lefebvre, un mécanicien très respecté en ville, et a un fils, Thomas, qui doit avoir l'âge de ton bébé. Le plus intéressant est que Claire était l'une des principales donatrices de la clinique où la docteure Sophie travaillait avant de prendre sa retraite. Et il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des difficultés à tomber enceinte. Les mots d'Élodie furent comme un éclair. Une femme influente, ayant des difficultés à tomber enceinte, liée à la médecin de l'accouchement de Camille, et avec un fils du même âge. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son intuition lui criait que là se trouvait la clé de son mystère. Elle regarda la photo de Thomas, le fils de Claire et Antoine Lefebvre. Un jeune homme aux cheveux foncés, avec un regard qui semblait porter une profondeur inhabituelle pour son âge. Il y avait quelque chose en lui, une familiarité subtile, qui l'attirait. L'idée que ce jeune homme puisse être son fils, le bébé qu'elle croyait avoir perdu, était accablante. Mais comment approcher une famille si influente sans éveiller les soupçons? Ce fut alors que l'idée, audacieuse et risquée, surgit dans l'esprit de Camille. Elle s'infiltrerait. Elle deviendrait une partie de leur vie, d'une manière ou d'une autre. Je vais trouver un emploi chez eux, déclara Camille, la voix ferme, les yeux brillants d'une détermination renouvelée. Élodie la regarda, choquée. Camille, tu es une architecte renommée. Comment vas-tu faire ça? Et s'il te découvre? Mais Camille était irréductible. Je n'ai rien à perdre, Élodie.
Je dois savoir la vérité. Et c'est la seule façon. Avec l'aide d'Élodie, qui utilisa ses contacts pour créer une nouvelle identité et un curriculum vitae discret, Camille obtint un entretien pour le poste de gouvernante chez Claire. Elle se débarrassa de ses vêtements de marque, de ses accessoires coûteux, et adopta une posture plus humble, plus discrète. La transformation fut complète. L'architecte à succès laissa place à une femme simple, en quête d'un nouveau départ. Le nervosisme était palpable, mais l'adrénaline de la mission la propulsait. L'entretien avec Claire fut tendu. La candidate à la députation était une femme imposante, avec un regard perspicace qui semblait vouloir percer chaque secret. Elle interrogea Camille sur son passé, sur ses expériences, sur ses motivations. Camille, avec un calme qu'elle ne ressentait pas, répondit à toutes les questions, tissant une histoire de vie qui était un mélange de vérité et de demi-vérité. Elle parla de la perte de sa grand-mère, de la nécessité de recommencer dans une nouvelle ville, de son désir de trouver un travail qui lui donnerait un but. Claire, apparemment satisfaite des réponses, l'embaucha. Camille était à l'intérieur. À partir de ce moment, elle ne serait que Camille, la gouvernante. En entrant dans le manoir de Claire, Camille ressentit un mélange d'appréhension et d'excitation. La maison était luxueuse, mais froide, sans la chaleur d'un foyer. Elle observa Thomas, le fils de Claire, pour la première fois de près. Le jeune homme était dans le garage, couvert de graisse, travaillant sur une vieille voiture avec son père, Antoine Lefebvre. Les yeux de Camille se fixèrent sur lui, cherchant le moindre trait, la moindre ressemblance qui pourrait confirmer ses soupçons. Le cœur de Camille battait fort. La quête de la vérité avait commencé, et elle était prête à affronter ce qui viendrait. La luxueuse demeure de Claire, située dans un quartier huppé de Nantes, était un monde à part. Pour Camille, c'était désormais son nouveau terrain de jeu, un labyrinthe d'indices et de secrets à déchiffrer. En tant que gouvernante, elle avait accès à chaque recoin, chaque pièce, chaque objet qui pouvait détenir une parcelle de vérité. Elle se fondait dans le décor, invisible et pourtant omniprésente, ses sens en alerte, absorbant chaque détail de la vie de cette famille. La discrétion était sa meilleure alliée, et la détermination, son moteur inépuisable. Son attention était principalement portée sur Thomas, le fils de Claire et Antoine. Âgé d'environ 18 ans, il était le centre de ses pensées, l'objet de son espoir le plus fou. Camille l'observait de loin, cherchant désespérément des traits familiers, des gestes, des expressions qui pourraient confirmer la terrible et merveilleuse intuition qu'il était son fils. Les cheveux foncés, la forme de son nez, la manière dont il fronçait les sourcils en se concentrant, chaque détail était scruté avec une intensité presque obsessionnelle. Elle sentait une connexion inexplicable, un écho lointain de ce lien maternel qu'elle avait cru perdu. Thomas passait la majeure partie de son temps dans le vaste garage de la propriété, aux côtés d'Antoine, son père adoptif. Leur passion commune pour la mécanique était évidente et créait une bulle d'intimité au sein de la maison. L'odeur d'huile et d'essence emplissait l'air, et le cliquetis des outils sur le métal était la bande-son de leurs après-midi. Antoine, un homme de peu de mots mais au sourire sincère, semblait trouver dans la mécanique et dans son fils un refuge contre la vie luxueuse et parfois froide imposée par Claire. Camille observait cette dynamique père-fils, notant la complicité, le respect mutuel, la joie simple qu'ils partageaient en réparant un moteur. C'était un contraste frappant avec la tension qui planait sur le reste de la maison. Claire, en revanche, était l'incarnation de l'ambition. Sa vie tournait autour de sa carrière politique, des événements mondains, des réunions avec les électeurs et les sponsors. C'était une femme autoritaire, qui dictait les règles de la maison et de la vie de sa famille. Pour elle, Thomas devait suivre une carrière prestigieuse, quelque chose qui pourrait encore renforcer son image publique. L'idée que son fils se consacre à la mécanique, comme son père, était perçue avec dédain, presque comme une honte. Camille ressentait la pression que Claire exerçait sur Thomas, la façon dont elle tentait de le modeler à sa propre image, ignorant complètement les désirs et les talents du jeune homme. Petit à petit, Camille commença à se rapprocher de Thomas et Antoine. Sous prétexte d'aider à l'organisation de la maison, elle trouvait des opportunités de converser, d'observer, de ressentir leur énergie. Antoine était un homme doux et travailleur, avec un bon cœur. Il traitait Camille avec respect et cordialité, et elle percevait la tristesse voilée dans ses yeux, la mélancolie qui semblait l'accompagner.
Le mariage avec Claire, elle le réalisa, était une façade, une alliance d'intérêts qui avait vidé la joie d'Antoine. Thomas, quant à lui, était un jeune homme talentueux et sensible. Il parlait avec passion des moteurs, de l'art de réparer les voitures, du désir d'ouvrir son propre atelier. Mais l'ombre de sa mère planait sur lui, étouffant ses rêves. Camille ressentait une connexion immédiate avec lui, une empathie profonde qui allait au-delà de sa mission. Elle voyait en lui la même passion pour créer, pour construire, qu'elle-même avait pour l'architecture. Et, plus que cela, elle voyait des traits de Nicolas, son ancien amour, le père biologique de son fils. Le même éclat dans les yeux, le même sourire en coin, la même douce obstination. La tension dans la maison augmenta lorsque Claire annonça les plans pour l'avenir de Thomas. Elle avait arrangé un mariage pour lui avec Juliette, la fille d'un homme d'affaires influent, qui était, à la surprise et au choc de Camille, nul autre que Nicolas, son ancien amour. Nicolas, maintenant un homme d'affaires puissant et partenaire de Claire dans ses entreprises politiques, était une figure imposante, mais Camille reconnaissait toujours l'éclat dans ses yeux. La nouvelle du mariage arrangé de Thomas avec la fille de Nicolas fut un coup dur pour Camille. Le monde semblait se refermer en un cercle cruel. Camille observa Thomas et Juliette ensemble. Leur relation était froide, protocolaire, sans passion. Juliette était une jeune femme jolie, mais elle semblait aussi malheureuse que Thomas avec la situation. Il était évident que le mariage était une farce, une alliance d'affaires entre Claire et Nicolas, utilisant leurs enfants comme des pions dans leur jeu de pouvoir. La douleur de Camille s'intensifia. Son fils, si Thomas était bien lui, était manipulé, forcé de vivre une vie qui n'était pas la sienne, tout comme elle avait été par le passé. L'urgence d'obtenir un échantillon d'ADN de Thomas devint accablante. Camille savait qu'elle devait être discrète, que toute erreur pourrait compromettre toute sa mission. Elle attendit le bon moment, observant les habitudes de Thomas, les endroits où il laissait habituellement ses affaires. L'occasion se présenta un après-midi, lorsque Thomas était dans le garage, concentré sur un moteur, et laissa une brosse à cheveux sur l'établi. Le cœur battant fort, Camille s'approcha, prit quelques mèches de cheveux de la brosse et les rangea soigneusement dans une petite enveloppe. L'adrénaline courait dans ses veines. Le premier pas crucial avait été franchi. Avec les mèches de cheveux de Thomas soigneusement conservées, Camille ressentait un mélange de soulagement et d'une anxiété accablante. La petite enveloppe entre ses mains était la clé pour percer le mystère qui la tourmentait depuis des années, la preuve qui pourrait confirmer ou infirmer la plus grande douleur de sa vie. Elle savait que chaque seconde comptait. Avec l'aide d'Élodie, qui utilisa ses contacts pour assurer la discrétion et la rapidité du processus, l'échantillon fut envoyé à un laboratoire de confiance à Lyon, une ville voisine. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse, chaque minute s'étirant comme une éternité. Camille continuait son rôle de gouvernante, observant Thomas, Antoine et Claire, mais maintenant avec une nouvelle perspective, une nouvelle urgence. Elle remarquait de plus en plus les similitudes entre Thomas et Nicolas, le père biologique. La démarche, la forme des mains, le rire contenu. Et aussi, à sa surprise, des traits d'elle-même. L'obstination dans les yeux, la façon dont il se perdait dans ses pensées, la passion de créer et de réparer. Chaque jour, l'intuition de Camille se renforçait, et l'espoir que Thomas soit son fils devenait presque une certitude. Mais la certitude apportait avec elle un poids immense. La douleur d'avoir été trompée si longtemps, la colère pour la vie qui lui avait été volée, et la peur de ce qui allait suivre. La tension dans le manoir de Claire était palpable. La campagne politique s'intensifiait, et Claire était de plus en plus exigeante et dominatrice. Les disputes avec Antoine devinrent plus fréquentes, et Thomas, accablé par les attentes de sa mère et le mariage arrangé avec Juliette, semblait de plus en plus distant et malheureux. Camille observait tout, ressentant la douleur de Thomas comme si c'était la sienne. Elle voulait le serrer dans ses bras, lui dire la vérité, mais elle savait que ce n'était pas encore le moment. Elle avait besoin de la preuve, de la confirmation irréfutable. Finalement, l'appel téléphonique d'Élodie arriva. Camille était dans la cuisine, préparant le dîner, lorsque son portable vibra dans sa poche. Elle répondit, le cœur battant la chamade. La voix d'Élodie était étranglée, un mélange d'émotion et de soulagement. Camille, le résultat est arrivé. C'est positif. Thomas est ton fils. Le monde de Camille s'arrêta.
Les mots d'Élodie résonnèrent dans son esprit, une symphonie de joie et de douleur. Son fils était vivant. Son fils était là, sous le même toit, et elle l'avait retrouvé. Les larmes, auparavant contenues, jaillirent sans contrôle, un fleuve d'émotions qu'elle avait gardé pendant près de 2 décennies. Camille s'appuya sur le comptoir de la cuisine, les jambes tremblantes, essayant de digérer l'avalanche de sentiments. La joie d'avoir retrouvé son fils se mêlait à la colère pour le mensonge, à la douleur pour la vie qui leur avait été volée. Elle respira profondément, essuya ses larmes et sentit une force renouvelée, une détermination inébranlable. Il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité avait été révélée, et maintenant elle se battrait pour son fils, coûte que coûte. Ce soir-là même, Camille décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait confronter Claire. L'occasion se présenta lorsque Claire était seule dans son bureau, révisant des documents de campagne. Camille frappa à la porte, la voix ferme, mais le cœur battant. « Madame Claire, je dois vous parler de quelque chose de très important. » Claire, irritée d'être interrompue, leva les yeux, le visage contracté. « Qu'y a-t-il, Camille ? Ne voyez-vous pas que je suis occupée ?» Camille entra dans la pièce, ferma la porte derrière elle et posa l'enveloppe contenant le résultat du test ADN sur la table. « C'est à propos de Thomas. Et du passé. » Claire la regarda avec méfiance, mais le sérieux sur le visage de Camille la fit prêter attention. « De quoi parlez-vous, gouvernante ? Je n'ai pas de temps pour vos mystères. » Camille respira profondément et, d'une voix étranglée mais ferme, révéla la vérité. « Thomas est mon fils. Je suis sa mère biologique. Et j'ai la preuve. » Le visage de Claire pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, et le verre d'eau dans sa main tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. Le silence dans la pièce était assourdissant, brisé seulement par le bruit du verre cassé. Claire se leva, le corps rigide, les yeux fixés sur Camille, une fureur croissante dans son regard. « Vous êtes folle. Comment osez-vous inventer une telle histoire ? Thomas est mon fils. Je l'ai élevé. » Sa voix était un grognement, chargé de haine et de désespoir. Camille garda son calme, désignant l'enveloppe. « Le test ADN ne ment pas, Claire. Je sais ce qui s'est passé. Je sais que mon fils n'est pas mort à la naissance. Je sais que la docteure Sophie vous l'a remis. Et je sais que ma grand-mère a été contrainte de me mentir. » À chaque mot de Camille, la fureur de Claire augmentait. Elle s'approcha de la table, saisit l'enveloppe et déchira le document en morceaux, les jetant au sol. « C'est une farce. Une machination. Vous n'allez pas gâcher ma vie, ni la vie de mon fils. Je suis une femme puissante, Camille. Je peux vous détruire. » Claire tenta de la soudoyer, offrant une somme d'argent exorbitante pour que Camille disparaisse, pour qu'elle oublie tout. « Réfléchissez bien, Camille. Vous pouvez avoir une nouvelle vie, loin d'ici, avec tout l'argent dont vous avez besoin. Oubliez cette folie. Oubliez Thomas. » Mais Camille était irréductible. « Mon fils n'a pas de prix, Claire. Je n'abandonnerai pas. Je me battrai pour la vérité et la justice. » La fureur de Claire se transforma en menace voilée. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Camille. J'ai des contacts. Je peux ruiner votre vie, votre réputation. Je peux faire en sorte que vous perdiez tout, encore une fois. Personne ne croira une gouvernante folle qui apparaît de nulle part avec une histoire absurde. » Mais Camille ne se laissa pas intimider. La douleur qu'elle avait endurée pendant des années, l'injustice qu'elle avait subie, tout cela l'avait transformée en une femme inébranlable. « Je n'ai pas peur de vous, Claire. La vérité éclatera, et vous paierez pour tout ce que vous avez fait. » La confrontation se termina avec Claire expulsant Camille de son bureau, mais la graine de la vérité avait été plantée, et la bataille pour la justice ne faisait que commencer. Le manoir de Claire, autrefois une scène d'apparence, était désormais un champ de bataille silencieux. La fureur de la candidate à la députation, après la confrontation avec Camille, était palpable, un poison qui se répandait dans chaque pièce. Camille, bien qu'expulsée du bureau, resta à son poste de gouvernante, la dignité intacte, la détermination inébranlable. Elle savait que Claire ne la laisserait pas en paix, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer. Son fils était là, sous le même toit,
et la vérité devait éclater. À chaque regard qu'elle échangeait avec Thomas, une nouvelle vague d'amour et de protection l'envahissait, renforçant son courage. Les jours qui suivirent furent d'une tension insupportable. Claire, avec sa campagne politique en pleine ascension, était plus stressée et irritable que jamais. Elle buvait davantage, parlait plus fort, et ses disputes avec Antoine devinrent explosives. La façade de famille parfaite commençait à s'effondrer, révélant les profondes fissures d'un mariage basé sur les intérêts et les mensonges. Thomas, quant à lui, ressentait le poids de la pression. Le mariage arrangé avec Juliette approchait, et ses rêves d'avoir un atelier de mécanique semblaient de plus en plus lointains. Camille observait la souffrance de son fils, se sentant impuissante, mais déterminée à trouver le bon moment pour agir. Par une nuit pluvieuse, après un événement de campagne, Claire et Thomas partirent ensemble dans une voiture de luxe. Camille eut un mauvais pressentiment, une angoisse qui lui serrait la poitrine. Des heures passèrent, et ils ne revinrent pas. Le téléphone sonna au milieu de la nuit, et la voix d'Antoine, désespérée, emplit la maison. Claire et Thomas ont eu un accident. Ils sont à l'hôpital. Le cœur de Camille se glaça. Elle courut à l'hôpital, la peur la consumant, l'image de son fils blessé martelant son esprit. À l'hôpital, la scène était chaotique. Claire avait des blessures légères, mais Thomas était dans un état grave, avec de multiples fractures et un traumatisme crânien. La nouvelle frappa Camille comme un éclair. Elle s'assit sur une chaise dans le couloir, les mains tremblantes, les larmes coulant sur son visage. Antoine était à ses côtés, le visage pâle, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle conduisait en état d'ivresse, « Camille », murmura-t-il, la voix étranglée. Je lui avais dit de ne pas conduire, mais elle ne m'a pas écouté. La colère de Camille se mêla à la douleur. Claire, une fois de plus, avait mis la vie de son fils en danger. Tandis que Thomas luttait pour sa vie en soins intensifs, Claire, avec son esprit calculateur, échafaudait déjà un plan pour protéger sa carrière politique. Elle savait que la nouvelle d'un accident impliquant la candidate à la députation, conduisant en état d'ivresse, serait un scandale qui pourrait détruire son image. Avec l'aide de ses avocats et de ses conseillers, elle commença à manipuler la situation, déformant les faits, semant de fausses informations dans les médias. Et le pire de tout, elle tenta de convaincre Thomas, encore fragile et sous sédatif, d'assumer la responsabilité de l'accident. Camille, qui était toujours à proximité, observant chaque mouvement de Claire, entendit la conversation entre la mère et le fils. « Thomas, mon amour, tu dois m'aider. Dis que c'est toi qui conduisais. Personne ne croira une femme ivre. Ta carrière est en jeu, mon fils. Pense à notre avenir. » La voix de Claire était douce, mais chargée d'une manipulation cruelle. Thomas, encore confus et affaibli, semblait hésiter, mais la pression de sa mère était immense. Camille sentit un nœud dans la gorge. La cruauté de Claire n'avait pas de limite. Antoine, qui était également méfiant, commença à enquêter de son propre chef. Il remarqua les mensonges de Claire, les contradictions dans ses histoires, la façon dont elle tentait de faire taire les employés de l'hôpital. Il s'approcha de Camille, les yeux remplis d'une nouvelle détermination. « Je sais que Claire ment, Camille. Je la connais. Elle ferait n'importe quoi pour protéger son image. Je vais vous aider à prouver la vérité. » L'alliance entre Camille et Antoine se formait, une union de douleur et de justice. À la surprise de Camille, Nicolas, son ancien amour et père biologique de Thomas, s'approcha également. Il avait été informé de l'accident et, en rendant visite à Thomas à l'hôpital, il remarqua la manipulation de Claire. Nicolas, qui était maintenant un homme d'affaires influent, avait ses propres raisons de se venger de Claire. Il avait découvert qu'elle l'utilisait dans ses stratagèmes politiques et que le mariage arrangé de Thomas avec sa fille, Juliette, n'était qu'une façade pour ses affaires illicites. « Claire est un serpent, Camille. Elle m'a trompé, tout comme elle vous a trompé. Je vais vous aider à la démasquer. » Avec l'aide d'Antoine et de Nicolas, Camille commença à rassembler des preuves. Ils recueillirent des témoignages, des images de caméras de sécurité, des rapports médicaux qui contredisaient la version de Claire. La toile de mensonges et de manipulation de la candidate à la députation commençait à se défaire. Camille sentait une force croissante, une certitude que la vérité, enfin, éclaterait.
La douleur féminine qui l'avait accompagnée si longtemps se transformait en une arme puissante, la propulsant vers la bataille finale. L'hôpital, avant un lieu d'angoisse et d'incertitude, devint le quartier général secret de Camille, Antoine et Nicolas. Tandis que Thomas se remettait lentement en soins intensifs, l'équipe travaillait sans relâche pour démêler la toile de mensonges tissée par Claire. Chaque preuve recueillie, chaque témoignage obtenu, était un pas vers la vérité, un coup porté à la façade impeccable de la candidate à la députation. Camille sentait une énergie renouvelée, une force qui jaillissait de la certitude qu'elle se battait pour son fils, pour sa dignité, pour une justice qui lui avait été refusée si longtemps. Antoine, avec sa loyauté et sa connaissance des habitudes de Claire, fut fondamental. Il révéla des détails sur les stratagèmes financiers de son épouse, sur les pressions qu'elle exerçait sur les employés et sur la manière dont elle manipulait les informations à son propre bénéfice. Il réussit également à accéder à des messages textes et des emails qui prouvaient la tentative de Claire de contraindre Thomas à assumer la responsabilité de l'accident. La douleur d'Antoine de voir la femme qu'il avait aimée se transformer en monstre était palpable, mais sa détermination à protéger Thomas était encore plus grande. Nicolas, quant à lui, utilisa son influence et ses contacts dans le monde des affaires pour enquêter sur les connexions politiques de Claire. Il découvrit que la candidate était impliquée dans un système de détournement de fonds publics, utilisant sa campagne comme façade pour blanchir de l'argent. Le mariage arrangé de Thomas avec sa fille, Juliette, n'était qu'une pièce de ce jeu sale, une manière de consolider des alliances et d'étendre ses affaires illicites. Nicolas, qui avait été trompé et utilisé par Claire, ressentait une soif de vengeance qui le poussait à aller jusqu'au bout. Il remit à Camille des documents et des enregistrements qui prouvaient les activités criminelles de Claire, y compris des conversations avec la docteure Sophie, l'ancienne directrice de la maternité, qui révélait le plan d'adoption illégal de Thomas. À chaque nouvelle découverte, le puzzle s'assemblait, révélant une image choquante de cruauté et de manipulation. La docteure Sophie, contrainte par Claire et par Nicolas, qui à l'époque était un jeune homme ambitieux et sans scrupules, impliqué dans les premiers stratagèmes de Claire, avait falsifié la mort du bébé de Camille et l'avait remis à Claire et Antoine, qui, à leur tour, croyaient effectuer une adoption légale, bien qu'avec quelques facilités, offertes par l'influence de Claire. La grand-mère de Camille, Madame Dubois, avait été menacée et contrainte de garder le secret, craignant pour la sécurité de sa petite fille et du bébé. La vérité était encore plus complexe et douloureuse que Camille ne l'imaginait. Avec toutes les preuves en main, Camille, Antoine et Nicolas savaient que le moment de la confrontation finale était arrivé. Ils décidèrent d'agir le jour de la sortie de Thomas de l'hôpital, un moment que Claire utiliserait pour faire un spectacle médiatique, présentant Thomas comme un héros qui s'était sacrifié pour elle. L'idée était d'inverser complètement le récit, démasquant Claire devant tout le monde. La tension était presque insupportable. Le jour de la sortie, le hall de l'hôpital était bondé de journalistes, de photographes et de partisans de Claire. Elle, avec un sourire forcé et une posture impeccable, se préparait à donner une conférence de presse, aux côtés d'un Thomas encore pâle et fragile, mais déjà conscient. Camille, Antoine et Nicolas se positionnèrent stratégiquement, avec Élodie et une équipe d'avocats et de policiers en attente. Le plan était simple, mais risqué, confronter Claire publiquement, avec toutes les preuves, et exposer ses crimes. Claire commença son discours, remerciant le soutien et louant le courage de son fils, qui avait assumé la responsabilité de l'accident. Elle tentait de se victimiser, manipulant l'émotion du public. Thomas, avec un regard distant, semblait mal à l'aise avec la farce. Camille sentit le sang bouillir. L'humiliation qu'elle avait subie, la douleur qu'elle avait portée pendant des années, tout cela se transformait en une force inébranlable. Au moment où Claire s'apprêtait à conclure son discours, Camille fit un pas en avant, la voix ferme et claire, coupant l'air comme une lame. « Assez de mensonges, Claire. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Claire la fixa, les yeux écarquillés de choc et de fureur. « Qui êtes-vous ? Sécurité. Faites sortir cette femme d'ici. » Mais Camille ne recula pas. Antoine et Nicolas se positionnèrent à ses côtés, avec les documents et les enregistrements en main. « Je suis Camille, la mère biologique de Thomas, » déclara Camille, la voix étranglée par l'émotion, mais chargée d'une force inébranlable. Et clairement, elle n'est pas la victime, c'est la criminelle. Elle a falsifié la mort de mon fils, me l'a volé,
et maintenant elle essaie de le manipuler pour couvrir ses propres crimes. La révélation choqua tout le monde. Les journalistes commencèrent à murmurer, les flashs des appareils photo crépitèrent, et le chaos s'installa dans le hall de l'hôpital. Claire, paniquée, tenta de nier, mais les preuves présentées par Antoine et Nicolas étaient irréfutables. Les enregistrements de la docteure Sophie, les documents sur les détournements de fonds, les messages textes. Le masque de Claire tomba, révélant le vrai visage d'une femme ambitieuse et sans scrupules. L'humiliation qu'elle avait infligée à Camille, maintenant se retournait contre elle, multipliée par 1000. Le public, avant manipulé, voyait maintenant la vérité nue et crue. Le hall de l'hôpital se transforma en un pandémonium. La révélation de Camille, la mère biologique de Thomas, et les preuves irréfutables présentées par Antoine et Nicolas, démasquèrent Claire devant une foule atone de journalistes et de partisans. Les flashs des appareils photos crépitaient sans cesse, capturant l'image d'une Claire pâle, le visage contorsionné par la fureur et le désespoir. Sa carrière politique, sa réputation impeccable, tout s'effondrait en quelques secondes. L'humiliation qu'elle avait planifiée pour Camille se retournait contre elle avec une force accablante. Tandis que les avocats de Camille et les policiers s'approchaient de Claire, elle, dans un acte final de désespoir et de folie, sortit une petite arme de son sac. Ses yeux, injectés de haine, se fixèrent sur Antoine. « Tu m'as trahi. Vous m'avez tous trahi. » Elle pointa l'arme sur lui, et un coup de feu résonna dans le hall, suivi de cris de panique. Antoine tomba au sol, touché à l'épaule. Le chaos s'intensifia, mais les policiers agirent rapidement, immobilisant Claire et lui retirant l'arme des mains. Elle fut menottée et emmenée, son visage défiguré par la rage et la défaite. Nicolas, qui était aussi le père biologique de Thomas, fut arrêté ensuite. Les preuves de ses activités criminelles, de sa participation au système d'adoption illégale et de ses affaires illicites avec Claire, étaient incontestables. Il ne résista pas, la résignation dans son regard, la conscience que ses erreurs du passé l'avaient finalement rattrapé. Juliette, sa fille, qui était présente et témoigna de toute la scène, s'effondra en larmes, la douleur de la trahison de son père et de la farce de ses fiançailles la consumant. Thomas, encore fragile, mais conscient de tout ce qui se passait, observait la scène avec un mélange de choc et de soulagement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait finalement été révélée. Il fut innocenté de l'accident, et la farce de Claire fut exposée publiquement. Camille s'approcha de lui, les yeux embués, mais pleins d'amour. « Mon fils » murmura-t-elle, tendant la main. Thomas, avec un regard de reconnaissance et d'acceptation, tint sa main, un lien d'amour et de pardon se formant entre eux. Antoine fut emmené pour la chirurgie, et la nouvelle que la balle n'avait touché que l'épaule, sans risque pour sa vie, apporta un immense soulagement à Camille et Thomas. Tandis qu'Antoine se remettait, Thomas et Camille passèrent des heures à converser, comblant les lacunes de près de 2 décennies. Camille lui raconta toute la vérité sur sa naissance, sur le plan de Madame Dubois pour la protéger, sur le mensonge de la mort et l'adoption illégale. Thomas écoutait attentivement, absorbant chaque mot, comprenant la complexité de l'histoire de sa mère biologique. Il l'accepta, non seulement comme sa mère, mais comme une femme forte et courageuse qui s'était battue sans relâche pour lui. Avec le temps, Thomas se remit complètement. Libéré des entraves de Claire et du mariage arrangé, il put enfin suivre sa passion pour la mécanique. Avec l'aide d'Antoine, qui devint son mentor et un père aimant, il ouvrit son propre atelier, un endroit où ses rêves prenaient forme dans les moteurs et les outils. Juliette, la fille de Nicolas, qui était devenue une grande amie de Thomas pendant la période de récupération, décida de le soutenir dans sa nouvelle entreprise. Elle, qui avait également été victime des manipulations de Claire et Nicolas, trouva en Thomas et Camille une nouvelle famille, un port sûr. Camille et Antoine, unis par la douleur et la lutte pour Thomas, découvrirent un amour inattendu. La gentillesse d'Antoine, son intégrité, sa capacité à aimer et à pardonner, conquirent le cœur de Camille. Lui, à son tour, trouva en Camille une femme forte, résiliente et passionnée, qui l'aida à guérir les blessures d'un mariage malheureux. Ils tombèrent amoureux, un amour mature et vrai, construit sur la base de la confiance et du respect mutuel. Des mois s'écoulèrent après le tumulte de l'hôpital. La vie, qui avait semblé s'arrêter, reprenait son cours, mais avec de nouvelles couleurs, de nouvelles directions. Thomas,
libéré du poids des mensonges et des attentes de Claire, se remit complètement de ses blessures. La réconciliation avec Camille fut un processus de guérison mutuelle, chaque conversation comblant les lacunes d'une enfance volée, chaque regard renforçant le lien maternel qui les unissait. Il accepta Camille non seulement comme sa mère biologique, mais comme la femme forte et courageuse qui avait lutté pour lui offrant une nouvelle chance de vivre sa propre vérité. Avec le soutien inconditionnel d'Antoine, qui était devenu un véritable mentor et une figure paternelle aimante, Thomas put enfin réaliser son rêve. Il ouvrit son propre atelier de mécanique, un espace vibrant où l'odeur de l'huile et le bruit des moteurs racontaient des histoires de passion et de dévouement. L'atelier, baptisé « L'élan mécanique », devint rapidement un succès, attirant des clients de toute la région de Nantes et Bordeaux. Thomas y mettait tout son cœur, prouvant que la vraie richesse réside dans la poursuite de ses propres aspirations. Juliette, la fille de Nicolas, qui avait elle aussi été une victime des manipulations de Claire et de son propre père, trouva en Thomas et Camille une nouvelle famille, un refuge inattendu. Elle découvrit en Thomas non pas un fiancé imposé, mais un ami sincère et un partenaire de confiance. Avec son sens aigu des affaires et son talent pour la gestion, Juliette décida de s'associer à Thomas, l'aidant à développer l'atelier et à transformer son rêve en une entreprise florissante. Leur amitié se transforma en une complicité profonde, construite sur le respect mutuel et la compréhension. Camille et Antoine, unis par la douleur partagée et la lutte pour Thomas, découvrirent un amour inattendu, un amour mature et profond qui grandit sur les cendres de leur passé brisé. La gentillesse d'Antoine, sa droiture, sa capacité à pardonner et à aimer sans réserve, conquirent le cœur de Camille. Il trouva en elle une femme résiliente, passionnée et authentique, qui l'aida à guérir les blessures d'un mariage malheureux et à retrouver la joie de vivre. Leur amour était une preuve que, même après les tempêtes les plus violentes, de nouvelles fleurs peuvent éclore. Quelques mois plus tard, dans une cérémonie intime et émouvante, Camille et Antoine se marièrent. Le cadre était simple, mais rempli d'une émotion sincère. Thomas, rayonnant de bonheur, fut le témoin, et Juliette, la demoiselle d'honneur. Ils emménagèrent dans un nouvel appartement à Nantes, un foyer chaleureux et lumineux où l'arôme de la cuisine maison et les rires remplissaient chaque recoin. C'était un lieu où la vérité était célébrée et où l'amour était le fondement de tout. La dernière image est celle d'une famille recomposée, complète et harmonieuse. Camille et Antoine échangent des regards amoureux, scellant leur engagement à construire une vie ensemble, basée sur la confiance, le respect et l'affection. Thomas, enfin libre de suivre sa passion, célèbre une victoire dans une course automobile locale, avec Juliette à ses côtés, son amie et partenaire de vie et d'affaires. Camille, l'architecte qui avait tout perdu, retrouve enfin la paix, l'amour et la famille qu'elle avait toujours cherchés, surmontant les adversités et les injustices du passé. La vérité, aussi profondément cachée soit-elle, trouve toujours son chemin. Et la dignité, la persévérance et l'amour véritable sont les plus grandes forces qu'une femme puisse posséder pour réécrire sa propre histoire et trouver la justice qu'elle mérite.